jamais j'aurais présenté d'ailleurs le projet au CNC à dire je ne sais pas où je vais aller, qui est avec moi. Action! Mais vraiment, le personnage n'était pas fait pour moi. Le gars dans mon studio, il s'est fait arrêter. Faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Il se trouve que très rapidement, la police a commencé à nous chercher dans Aubervilliers. On enlève les préjugés, ce n'est pas comme vous l'espérez. Allez, moteur! Allons-y! Moteur! Un monde en suspension, une solitude troublante et un cinéma qui ose explorer l'invisible. Solitarium, ce n'est pas juste un film, c'est une expérience, un voyage sensoriel qui bouscule nos repères. Derrière ce projet, des artistes passionnés, un regard singulier sur l'isolement, une esthétique qui capte l'indicible. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de cette œuvre intrigante. De l'idée initiale au choix artistique audacieux, en passant par les défis du tournage, on va décortiquer ensemble ce qui fait la force et le mystère de Solitarium. Alors, lumière, moteur, immersion. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fin de tournage. Ici, on parle à tous les curieux du tournage, aux novices, aux apprentis, aux aguerris. On veut soulever le rideau sur ce milieu aux apparences inaccessibles. Du technicien au réalisateur, rien ne nous échappe, on ne voudrait tout de même pas en perdre une miette. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Raoul et Gwendal pour nous parler de leur film Solitarium. Salut les gars, merci d'être là. Je suis ravie de vous avoir sur Fin de tournage. Alors les gars, comment ça va ? Bien, je vois. Ben, très bien, merci de nous recevoir Marion, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Puis c'est une occasion pour Raoul et moi de se revoir, donc ça nous fait toujours plaisir de se revoir. Eh bien super, tout le monde est content, moi aussi, c'est parfait. Est-ce que ça vous dit de vous présenter rapidement à nos auditeurs ? C'est quoi votre parcours ? Dites-nous tout. Vas-y en premier, je t'en prie. Alors, je suis Gwendal, je suis comédien, ça fait une quinzaine d'années, je pense, à peu près, que je suis comédien. Et j'ai rencontré Raoul il y a un petit peu plus de 10 ans sur l'un de ses projets qui s'appelait Paria. Et depuis, j'ai joué dans différents projets avec lui, et notamment son dernier film, Solitarium. Je suis breton, et en parallèle de mon activité de comédien, je fais du business. Voilà. Je suis auto-entrepreneur et je vends des choses type de l'événement d'entreprise, on va dire. Très bien. Voilà. Super. Merci beaucoup. Moi, du coup, je suis réalisateur. Je faisais de la bande dessinée tout petit. Et puis un jour, je suis tombé sur une table de montage qui a changé ma vie. Où je me suis dit que c'était possible et que c'était accessible. Et puis depuis, je ne fais que ça. Pour notre plus grand bonheur à tous. Enfin, je joue aussi, à vrai dire. C'est vrai, tu joues ? Oui, je suis comédien dans d'autres fictions, du coup. Super, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, du coup, vous êtes venu nous parler de votre dernier projet Solitarium. Superbe projet indépendant qui a d'ailleurs reçu plusieurs prix. Toutes mes félicitations. J'ai eu l'occasion de le visionner. Personnellement, j'ai adoré. Bravo les gars. Est-ce que ça vous dit de nous pitcher le film ? Alors, c'est l'histoire de plusieurs individus solitaires. Il y a une caissière au rêve brisé, un ermite qui est reclus du monde, un chômeur en quête d'emploi, interprété par Gwendal Audrin, et un enfant qui est laissé seul chez lui avec son ami imaginaire. Et tout ce beau monde a eu affaire d'une manière ou d'une autre au psychanalyste Arthur Morand, qui est un psychiatre qui est en pleine crise existentielle. Raoul, tu mentionnes que l'idée de Solitarium, c'est né du coup après ta série Paria. Est-ce que déjà tu veux nous parler rapidement de ta série ? Et après, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Solitarium représente une rupture par rapport à ton travail précédent ? C'est que Paria, c'était une série de 6 épisodes de 52 minutes. Donc ça faisait un film de 5h30 où c'était un univers assez noir et j'ai dû rester dedans pendant plusieurs années. Malgré moi, au bout d'un moment, puisque ça commençait à tirer. Et c'est là où j'ai rencontré Gwendal, d'ailleurs, qui interprète un des rôles principaux, un proxénète peu scrupuleux. Ah ouais. Ouais, c'est super. Ah, j'ai envie de voir ça. Et du coup, avec cette série, j'ai essayé de représenter l'idée que je me faisais du cinéma. Donc c'était un petit peu ma thèse du cinéma et une fois que je suis sorti de cet univers sombre et dénaturé, je me suis dit je vais faire l'antithèse et partir d'un projet où je savais pas où j'allais aller de base, et en cours de production je pouvais prendre d'autres directions, même au niveau des genres.
Donc Solitarium, ça reste mon film le plus expérimental. Comment en fait tu as voulu explorer le concept de solitude à travers les personnages et les thèmes du film? À travers différentes manières, tous les individus qui sont présentés dans le film ressentent la solitude, que ce soit au fond d'eux ou, comme dit le psy, oui, que ce soit au fond d'eux ou qui la vivent au quotidien. Et puis ensuite, j'ai essayé de développer d'autres sous-thèmes autres que la solitude à l'intérieur du film pour éviter de me concentrer trop. Je sais pas où je vais. Pas de souci. Est-ce que j'ai le droit de pirater un tout petit peu l'interview en me posant une question? Bien sûr, je t'en prie. Franchement, n'hésite pas. C'est sur le thème de la solitude, Raoul. Alors, d'où vient ce thème? Est-ce que toi, tu as un rapport particulier à la solitude ou non? Ou est-ce que c'est plus un thème universel qui te dépasse, mais tu veux chercher à comprendre ça pour comprendre tes congénères? Ou d'où vient cette thématique? Eh bien, ce sont les deux. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous profondément et que moi, personnellement, je l'ai vécu avec la post-production, puisqu'au final, la réalisation, quand on fait autant de choses en post-production que... Oui, c'est toi qui fais tout. Ouais. Et on passe beaucoup de temps tout seul et du coup, oui, forcément, c'est une thématique qui me touche aussi personnellement, sachant que j'ai mis beaucoup de moi dans chacun des personnages. Bien sûr, ce sont des hyperboles. Hein. Si vous avez vu le film, je ne suis pas aussi déviant. Solitarium, c'est un film qui a été autoproduit. Est-ce que tu veux nous parler des principales contraintes liées à l'autoproduction? Je pense que les contraintes, on les connaît tous dans la mesure où on est dans un monde économique. Mais non, je pense que le mieux, c'est plutôt de se retourner vers les avantages d'une autoproduction. Parce que là, pour le coup, un film comme ça, j'aurais pas pu le réaliser dans des conditions normales. Jamais j'aurais présenté d'ailleurs le projet au CNC à dire je ne sais pas où je vais aller, qui est avec moi? Du coup, voilà. Je pense que, chose que je n'avais pas encore compris complètement avec Paria, j'ai essayé de me servir de l'autoproduction au mieux que je pouvais dans ce film-là pour m'exprimer totalement et être dans une liberté absolue. Et comment est-ce que tu as trouvé toute ton équipe pour travailler bénévolement, que ce soit ton équipe technique, tes acteurs? Comment tu as su t'entourer? Il y a eu des annonces pour les comédiens. Il y a des anciens aussi de Paria qui sont revenus, notamment Gwendal. Et puis la plupart des comédiens où il y a envoyé des self-tapes. Ok. Et autrement, oui, il y avait d'autres comédiens que j'avais rencontrés dans d'autres projets ou même des comédiens collègues que j'avais rencontrés sur des tournages où j'étais comédien et que j'ai trouvé très bons. Tu as créé une boîte de production post-indep, c'est ça? C'est ça. Je sais que tu as à cœur vraiment d'aider à la décentralisation du cinéma parce que tout se fait beaucoup trop à Paris. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir de plus en plus de films bretons. Donc merci de contribuer à ça. Ah oui, enfin après je veux pas, surtout qu'on est à Paris en ce moment, donc je ne veux pas taper sur l'ambulance. Non, mais c'est important quand même de souligner ça. Mais oui, le problème avec Paris, c'est le monopole de la culture, c'est le fait d'être aussi élitiste et que toute personne qui veuille se lancer dans le cinéma soit obligée de monter à Paris. Personnellement, j'ai vécu ça aussi, hein, enfin des agents artistiques qui me disent qui me prennent sous leurs ailes à condition que j'habite à Paris. Et je trouve ça bien dommage et bien regrettable parce que des talents, il y en a absolument partout dans la France. Ouais, c'est un peu violent quand même. Oui. et oui, donc tous les métiers du cinéma sont centralisés. C'est amusant parce que par rapport à ça, moi, j'étais sur Paris pour faire mon école de comédien, etc. J'ai commencé à faire quelques castings là-bas, etc. Mais finalement, mes tournages les plus intéressants, je les ai faits en Bretagne. Ah. Du coup, je me suis retrouvé à vivre sur Paris et à rentrer en Bretagne pour aller faire mon boulot de comédien. C'est marrant dans ce sens-là. Ouais. C'est pas mal. Et c'est qu'à côté de ça aussi, il y a beaucoup de productions parisiennes qui descendent en Bretagne pour tourner. Et de manière générale, les comédiens locaux récoltent
récolte les miettes, des tout petits rôles. Donc bon, l'idée du prochain, ce serait éventuellement d'ailleurs de prendre des comédiens bretons en personnages principaux et des guests en petits rôles. Pas mal. J'aime bien Changer cette de la idée-là. Du coup, Solitarium, c'est en fait un long métrage de 1h57, si je ne m'abuse. C'est en fait découpé initialement en 4 courts-métrages. Est-ce que tu as tourné chaque époque chronologiquement? Comment tu t'es débrouillé? Alors presque, du coup, il y a l'histoire où Gwendal apparaît pour la première fois. C'est une de mes préférées. Apparaît et du coup a été tournée avant l'histoire de l'ermite. Avant l'histoire de pardon? De l'ermite. De l'ermite, très bien. Je suis parti d'une première histoire, donc la première qui apparaît dans le film, et à chaque fois je laissais une porte ouverte, un personnage qui apparaissait ou des petits indices pour poursuivre une autre histoire et créer un lien. Mhm. Et du coup il y a eu cette 5e histoire celle du psy, du coup. Oui, exactement. Elle ne se suffit pas à elle-même et qui regroupe toutes les histoires entre elles. C'est un peu l'histoire qui résout tout, en fait, qui explique. Est-ce que tu savais déjà la fin que tu voulais donner à ton film? Est-ce que déjà tu savais que tu voulais en faire un film? Ou alors au départ c'était vraiment court-métrage, pas court-métrage? Après tu t'es dit, ah tiens, en fait je peux allier tout ça? Non, à la base je suis vraiment parti dans l'idée d'en faire un long métrage. Ah ouais, c'est dingue. Et tout était prévu. tout était prévu. C'est un peu flippant vu comme ça. Tu prévois beaucoup de choses 5 ans à l'avance, toi? Mais non, mais du coup, le but c'était de continuer de réaliser en attendant de me faire produire pour un long que j'écrivais à cette période-là, et d'en faire un film à la fin, et que c'était à la base c'était mon plan B. Sauf que mon plan A, ça s'appelait L'aube d'une seconde vie. C'était un scénario qui pour le coup je l'ai abandonné, puisque depuis Soul est sorti, et c'est une version édulcorée de mon scénario. Enfin, je ne dis pas qu'ils ont adapté mon scénario, mais en tout cas, il y avait énormément de points de similitude. Soul, l'animé de Disney? Oui. C'est vrai? Oh. Exact. Et du coup, j'ai abandonné le projet, et Solitarium, qui était mon plan B, est devenu mon plan A, et c'est tant mieux pour ça, parce que j'ai vraiment pu expérimenter la cinématographie à son paroxysme, chose que je serais resté uniquement dans la performance avec L'aube d'une seconde vie. Comment t'as su quand t'as arrêté? Parce qu'au final, tu peux raconter 1 milliard d'histoires concernant la solitude. Tu en as déjà fait du coup 4 courts-métrages au début, plus la résolution à la fin. C'est en fait plusieurs histoires entremêlées qui forment au final 3 époques. Comment t'as su quand t'as arrêté? C'est vrai qu'à la base, il devait y avoir 2 histoires en plus. D'accord. Je me suis arrêté à partir du moment où je me suis dit qu'il fallait pas non plus faire un film fluff de 3h20, surtout que c'est expérimental déjà, que à la base, mon intention aussi de mixer le film à sketch et le film choral, c'était aussi de rendre le film à sketch plus digeste, parce que à chaque fois dans les films à sketch, il y a une rupture à chaque fin d'histoire, et j'ai essayé de rendre ça un peu plus digeste, même si je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, si c'était la bonne formule. Combien de temps a duré l'écriture? L'écriture, ça s'est joué progressivement. Chaque histoire a été écrite, et à chaque fin de cycle, il a fallu recommencer à écrire, et ça m'a permis justement de ne pas continuer à réaliser pendant 6 ans un projet que j'avais écrit un an avant de commencer. Et tu penses que mis bout à bout, ce serait à peu près combien ça se compterait en plusieurs mois, ou c'est impossible à dire? Je saurais vraiment pas dire. Je sais que la partie la plus cinématographique dans le sens symbolique du terme, la partie avec l'ermite. Magnifique. C'est très gentil. Mais du coup, c'est celle qui m'a pris le moins de temps à écrire, parce qu'au final, elle contient très peu de dialogue. Oui, elle est assez contemplatrice. Oui, ouais. Exactement. Et du coup, oui, on est sur un début relativement contemplatif entre l'histoire de la femme et de son voisin et l'ermite. Ça reste des moments de contemplation. Donc le film commence à être vraiment parlant,
qu'au bout de 35 minutes. Et parlons un peu du tournage. Du coup, si ça a été fait sur plusieurs années, comment ça s'est passé? Comment tu as pu organiser tes équipes, tes acteurs? Comment vous avez programmé tout ça? Ça devait être un sacré boulot. Oui, après comment je sais pas. On a cherché des lieux. Il y a eu des constructions de décors qui se sont faits aussi à l'improviste, parce que pour le bureau du psy, par exemple, on n'arrivait pas à trouver un bureau du psy, donc j'ai aménagé la chambre de chez moi. Ah ouais, c'est bien fait. Bravo. Et du coup, c'est un décor qui apparaît plusieurs fois dans le film, puisque c'est aussi la chambre de Murphy, l'enfant avec le nounours. Je n'avais pas remarqué. Moi non plus. Tant mieux. Alors, je pense que pour compléter un petit peu ta réponse, à mon avis, ça joue aussi au moment du choix de l'équipe. Quand tu pars sur un projet comme ça qui est très très long, que les gens soient au courant de quel est le type de projet, des gens qui font confiance à Raoul et des gens qui soient adaptables, qui savent sur quel type de production on est, etc. Pour que, et des gens de bonne volonté, j'ai envie de dire. Et ça doit faciliter les choix. Enfin, il faut que l'équipe soit au courant de quel type de production, quelle durée ça va prendre le tournage, etc. etc. Enfin, parce que j'imagine qu'il y a une part d'improvisation, enfin, pas d'improvisation, mais d'adaptabilité aussi forte quand on tourne sur aussi longtemps. Oui, il faut avoir une cohérence sur le long terme, en fait. C'est ça la vraie difficulté, je pense. J'imagine qu'il faut être bien entouré au départ, en fait. Ouais. Oui. Voilà. Bien entouré par des très bons acteurs. Oui. L'avantage, oui, d'avoir des acteurs bénévoles, c'est qu'ils sont là vraiment pour la passion de l'art et pas pour des raisons mercantiles. Et c'est ton cas, Gwendal? Oui. Oui, bien sûr. Après, quand on me paye, c'est bien aussi. Hein. Évidemment. Mais je préfère nettement tourner bénévolement sur des projets comme celui de Raoul, et notamment avec Raoul, que d'être payé pour beaucoup d'autres projets. Je comprends. Solitarium mélange plusieurs styles, du drame onirique à la comédie satirique. Pourquoi cette diversité de tons? Justement, c'était pour essayer de sortir des sentiers battus en méthode de système de narration, de mélanger les genres dans un seul film et ne pas me cantonner à un seul genre. Puisque, de manière globale, mis à part, je crois que c'est en Corée où ils sont assez forts sur le mélange de genres, mais dans les systèmes traditionnels, on reste facilement bloqué dans un genre, et je me disais que ça pouvait être intéressant d'essayer de proposer quelque chose. Ouais, j'ai trouvé que c'était très pertinent parce que au moins on s'ennuie pas en fait devant Solitarium, ça change tout le temps, on est toujours surpris. C'est magnifique. Est-ce que tu veux bien nous parler de la symbolique des trois époques? Oui, du coup, un scénario standard, c'est en 3 actes. Et du coup, Solitarium est en 3 époques pour remplacer les traditionnels 3 actes. Très bien. Ok, super. Tu as mentionné vouloir pousser le concept du cinéma d'auteur dans ses retranchements. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand j'étais petit. Je sais pas si je donne des noms. C'est toi qui vois. C'est là que ça devient intéressant. Sortez les pop-corn. Quand j'étais petit, j'étais fan de Star Wars. Je faisais de la bande dessinée et j'avais beaucoup d'inspiration sur cet univers quand j'en faisais. Et quand je me suis mis à faire des films, j'ai commencé à regarder des making-of et tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte que George Lucas ne faisait pas le travail d'un auteur de bande dessinée. Je croyais qu'il faisait beaucoup plus de choses dans ses films qu'il n'en faisait. Et un jour, un moment dans le making-of de l'épisode 3, il me semble, je le vois entrer dans une pièce avec 100 personnes qui sont en train de créer le design du General Grievous. Et lui qui arrive et qui fait « Oui, ça c'est pas mal, ça
Ouais, non, ça c'est un peu moins bien. Restez plus là-dessus, et puis ils partaient, et puis après les gens se remettaient au travail et proposaient un design du général Grievous. Du coup, ça m'a un peu traumatisé. Oui, je comprends. Et du coup, je me suis dit que je m'approprierais le moins possible le travail artistique d'autrui dans mes films. Donc depuis, j'essaie de faire en sorte que tout ce qui soit artistique me revient de tâche. Comme ça, si c'est. Ah ouais, c'est C'est très lourd de marxiste, tâches. Hein. Parce Bravo. que du coup, tu es réalisateur. C'est aussi toi qui es chef-op. C'est toi qui filme. Waouh. T'es compositeur aussi. Tu as composité. Tu as composé. Tu as composé aussi la musique du film. Mais qu'est-ce que t'as pas fait en fait? Enfin, tu n'as pas joué dedans. Non. A priori, oui. Pour Paria, j'avais joué dedans. Ah ouais, waouh. C'est dingue, au moins, ouais, tu vis tes films, quoi. Oui, un peu trop d'ailleurs. C'est le meilleur moyen de garder son intégrité artistique, que de faire le plus possible de ce qu'on a envie de créer. Et c'est normal, du coup, que ça prenne autant de temps, si c'est toi qui fais tout, quoi. Oui. Après, ça a pris encore plus de temps avec celui-là, puisque j'étais dans l'expérimentation, donc j'ai fait tout se jouait par créer du chaos, et ensuite de l'ordre, et réordonner tout le chaos que j'avais fait dans ce film-là. Ça a pris énormément de temps. Ça a commencé quand, en fait? Quand est-ce que tu as eu l'idée? Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Quand est-ce que tu as commencé à tourner? C'était en 2019. D'accord. Bon, question un peu plus geek, pour les plus geeks d'entre nous. La photographie du film, elle est, je la trouve absolument bluffante. Un énorme bravo, j'ai été scotché devant mon écran. T'as tourné avec quelle caméra? Le problème, justement, c'est que j'ai tourné avec une Blackmagic de cinéma caméra, là, une des premières Blackmagic, un gros bloc. Ouais. Et que les couleurs étaient vraiment, enfin le flat de cette caméra est vraiment pas terrible. Ok. Et que c'était la première fois que je tournais en flat. Et du coup, j'ai voulu créer ma propre formule d'étalonnage, ouais. et du coup ne pas utiliser de lutte. Et ça a pris énormément de temps à redonner et refaire ressortir de la couleur à cette caméra, et ça donne aussi quelques aberrations qui sont la principale raison pour laquelle j'ai autant de mal à revoir le film. C'est vrai? T'arrives pas à revoir le film? Je le revois, mais à chaque fois, je bloque énormément sur les couleurs et sur les teintes de peau. Mais bon. En tout cas, mais je trouve que toutes les époques sont vraiment cohérentes. Il y a vraiment une harmonie au niveau de l'étalonnage. C'est très gentil. J'ai passé énormément de temps sur cette formule colorimétrique. Ça se voit. Mais après, du coup, la dernière histoire a été tournée avec une Ursa G2. D'accord. Sauf que l'Ursa G2, je l'ai configurée à 15% de ses capacités pour correspondre pour rester dans la même gamme de qualité que les histoires précédentes. Et est-ce que vous avez tourné en anamorphique ou pas? Non. Non, mais non, on dirait. Non, mais du coup, j'ai aussi essayé de faire en sorte qu'il y ait un genre de bokeh tournant sur les bords. À cette époque-là, avant l'authentique, avant la dernière partie, j'avais pas encore d'optique vintage des Helios et compagnie. Je connais bien Helios. Et du coup, j'ai créé le bokeh tournant avec du flow radial en post-production, du coup. Avec des masques aussi. Enfin bon. Mais fort. Je suis impressionné, vous y connaissez vachement. J'ai rajouté du grain aussi là-dessus. Wow. Tout ça pour rendre ça un peu plus Et beaucoup organique. trop fort. Et beaucoup trop fort. Et en plus, du coup, chers auditeurs, vous n'êtes pas prêts. Comment tu as fait pour l'ours Eddie? C'est une dinguerie. Au début, quand j'ai regardé, je me suis dit non, en fait, il a un déguisement. Il est même déguisé en chaise derrière. Après, j'ai vu qu'il était plus sur la chaise. Je me suis dit mais comment il a fait? Alors du coup, on avait le comédien Eddie Delpino qui était en tenue verte, qui tenait le nounours en passant sa tête. Enfin, il se tenait à genoux et puis il faisait bouger ses bras avec des baguettes. D'accord. Et puis ensuite,
Ensuite, je me suis dit que bon, l'incrustation, ça allait le faire. Mais le problème, c'est que toutes les scènes où le nounours apparaît, il y avait de la fumée. Et le problème, c'est que les shots que je faisais du plan où le nounours n'apparaissait pas, il n'y avait pas la même dose de fumée que le plan où il apparaissait, etc. Oh, la Donc là, galère. pour le coup, en post-production, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte qu'il fallait que je détourne le nounours image par image en rotoscopie à chaque fois qu'il apparaissait. 7 mois. J'ai fait un burn-out et mon frère a eu la gentillesse de continuer de détourner le nounours. C'est sympa. T'as tellement vécu ton film que du coup, tu t'es vraiment... même dans la post-production, tu t'es remis seul encore. Oui, complètement. Tu as vraiment vécu la solitude à fond. En termes de sound design... Je ne saurais pas par où commencer au niveau de la technique. Par contre, je vais faire grincer des dents plus d'un ingénieur du son parce que j'ai mixé majoritairement le film sur Premiere. Ouh, ah oui, t'as tout monté sur Premiere ? Le son, oui. Ouais, Du coup. et le Après, montage après la version 5.1, du coup, qui est diffusée en cinéma, j'ai dû la faire je l'ai fait quand même sur Audacity sur Audacity, sur DaVinci. Adobe Audition, Ah pardon, d'accord, Adobe Audition, ok. pour plus de précision. Mhm. Mais bon, ça en fait rougir aussi parce que, enfin, ça en fait grincer des dents plus d'un aussi parce que Adobe et le son, c'est pas une grande histoire d'amour. Adobe et les ingénieurs du son. Gwendal, du coup, vous êtes Gwendal et Raoul, vous vous êtes rencontrés sur Paria. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu rapidement? Comment s'est passée cette première rencontre? Parce que là, vous avez collaboré ensemble sur Solitarium parce que vous aviez déjà collaboré avant. Mais si on parlait de votre première collaboration. Ouais, alors Paria, ça remonte à une petite quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, je pense. En tout cas, entre le moment où moi j'ai envoyé. Donc j'étais sur Paris, ma maman m'envoie un article du Ouest France, annonce casting en Bretagne. Ma maman, elle veut que je revienne en Bretagne, donc elle m'envoie, regarde, il y a des castings à passer en Bretagne. Elle m'envoie ça par la poste. Je sais que moi, le lendemain où je reçois ça, je devais partir en vacances. Et je me dis, bon, ça vaut le coup quand même que je postule. Apparemment, on peut faire des self-tapes, donc se filmer soi-même pour le casting. Et donc j'ai envoyé, mais vraiment à l'arrache. J'avais les cheveux longs à l'époque, coiffé en arrière parce que milieu série un peu mafieuse de gangsters, etc. Donc voilà, un peu dans le cliché. J'adore. Je crois que c'est ce que j'avais fait. Je devais avoir les cheveux en arrière, je sais plus. Enfin bref. Et je fais ça rapidement. Cheveux attachés, t'avais les cheveux Ah, attachés. j'avais les cheveux attachés. Et bon, en tout cas, il se trouve que quelques jours après, j'ai une réponse de Raoul. Oui, très bien, vous nous avez impressionnés, blabla, c'est super. Oh, sérieux? Ah mince, par contre, c'est en Bretagne, comment je fais? Enfin, bon, bref, au final, ça se fait. Moi, sans trop savoir où ça allait, je ne connaissais pas du tout Raoul ni personne de l'équipe, mais c'était des gens du coin de là où j'ai grandi. Donc, ça me faisait plaisir. Et puis très rapidement, ça a été sympa. Moi, un rôle très chouette. C'est toujours sympa, les rôles un peu de bandit, tout ça. Donc voilà. Et très vite, en fait, ce dont je me suis rendu compte très vite, c'est que, dont je parle toujours aujourd'hui, l'intégrité artistique qui est derrière la création, qui moi me touche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromission sur je fais ce que j'ai envie de faire, et peu importe les qualités et les défauts, je fais ce que j'ai envie de faire. Et donc je vois ça dans les projets de Raoul, cette intégrité-là. Et aussi le côté très très humain de l'ensemble de l'équipe, de chacune des personnes présentes, où les personnes sont là, avant même le projet, il y a quand même de l'humain. C'est des histoires d'échanges entre les personnes et la façon dont ça se passe sur un plateau. Avant même l'histoire d'une casse de matériel, il y a eu beaucoup de casses de matériel. C'est vrai. Avant même de péter un plomb, de traiter les autres comme de la merde, il y a toujours un respect pour l'humain, pour les personnes qui aident, etc. Donc ces deux choses-là, l'intégrité artistique et l'humain, m'a fait me dire que j'espère qu'on va continuer à tourner ensemble. Trop bien. C'est comme ça, du coup, que t'es arrivé aussi sur le projet Solitarium. T'avais déjà pensé à lui quand t'écrivais? Je pense toujours à Gwendal.
Moi aussi. C'est mignon. Oui, bah non, pour son rôle, je pensais à lui en écrivant le scénario, donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. C'était... Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton personnage? Comment, déjà, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans le film, et ensuite, comment tu l'as abordé et comment tu l'as si bien incarné? C'est un petit filou. Ah oui. Je ressors petit filou parce que j'ai sorti une fois en interview et ça nous a fait rire, donc maintenant je le dis tout le temps. C'est un petit filou qui s'est fait rattraper par la cupidité. Oui. Non, ce qui était chouette, c'est que sur le premier projet de Raoul, donc plutôt film de gangster, plus dans le drame, etc., très sérieux, très comme ça. Et là, c'était un registre plutôt comique, ou avec un peu d'autodérision, etc. Et moi, ça me faisait plaisir d'aller chercher un petit peu ce travail-là dans mon jeu. Vous avez un hobby? Quelque chose qui occupe vos week-ends? Non. Et les jours fériés? Non, non plus. Des problèmes d'érection? Quoi? Oui, quand vous avez des rapports, est-ce que votre machin... Oui, non, j'ai compris, mais je vois pas le rapport avec le poste. On essaie de se tenir au courant des dernières études, et le mois dernier, Corporama a publié un article démontrant que les personnes qui souffraient de troubles d'érection répétés avaient plus de chances d'être moins productifs en milieu professionnel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Sur le personnage en lui-même, eh ben, comme tous les autres, hein, c'est quelqu'un qui est un petit peu seul, et donc, enfin pas donc, hein, on peut être seul et pas pathétique, mais en l'occurrence lui il est seul et un peu pathétique. Il en arrive à faire des choses qui, s'il était entouré, son entourage lui permettrait d'avoir une éthique qui ne lui ferait pas faire les choses qu'il fait là. Clairement, s'il fait ces Pas choses autant de fois. Ouais, c'est ça. Clairement, là, c'est parce qu'il y a personne autour de lui pour lui dire arrête, en fait, c'est pas bien. Il y a un peu d'empathie. Je t'emmerde! Oui, je sais qu'il vous balance, mais tu peux toujours essayer de sucer les mamelons de ta mère qui t'a bordé trop près du mur jusqu'à plus soif et me vomir tout ce que t'as ingurgité sur la gueule, que je te dirai rien! Je me ferai un plaisir de te renvoyer l'ascenseur en te faisant bouffer les couches de mon légume pour que tu puisses vraiment savoir quel goût a ta vie de... Ta vie de merde! Et donc il y a ce côté à la fois rigolo de ce personnage, mais qui dans le fond, c'est un peu triste, c'est un peu sombre en fait, un peu glauque ce qu'il fait. Est-ce que tu veux nous faire une petite danse? Ouais. Bon, écoutez. Je vais poser un petit truc comme ça. Ça fait quoi en vrai? C'est très bien. Alors pour les gens qui écoutent, je danse un petit peu dans... Mon personnage danse à un moment. Et ça ne le met pas forcément en valeur. Vous savez que je prends des cours de danse classique en vrai? C'est vrai? Ouais. Waouh! C'est très très frustrant que l'utilisation de mes cours de danse classique, ce soit cette scène-là. Quand même. J'adore. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué, ou alors c'est celle de la danse, ou qui a été un vrai défi pour toi? Oui. Oui, mais c'est un peu ridicule, c'est vraiment juste pour moi que c'était un défi. En fait, c'est la toute fin où je suis censé regarder dans un rétroviseur, je vous en dis pas plus, mais il y a juste mon regard. Et Raoul voulait un certain regard, et j'étais incapable de faire ce regard-là. Donc on s'est repris à ça. Tout a bien roulé, hein, mais le plus dur, ça a été ça, juste de lever les yeux et de regarder à peu près avec le regard qu'il faut, etc., incarné comme lui le voulait. Et parfois, c'est les choses qui semblent les plus simples, qui sont pas du tout le plus simple. Ouais, je comprends. Non, parce que dans le rétroviseur, du coup, il devait sourire. On devait voir dans ses yeux qu'il sourissait et qu'il se mettait à tirer la gueule. Et au final, quand on voit pas le bas du visage, eh ben, il faut bien tirer les traits pour... Ouais, c'est ça. Vous l'avez fait combien de fois? Je pense qu'on l'a fait une trentaine de fois. Ah ouais. Et ça y est, maintenant, tu maîtrises? Tu pourrais nous le faire? Ben non. Bah non. Et puis t'es dans ton petit truc, Ouais. tu vois quoi? Tu vois juste tes gros sourcils broussailleux, tu vois tes yeux qui tombent un peu. J'y arriverai jamais à faire son truc. Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'impro ou tout était écrit pour toi, je veux dire? Impro sur... Non, alors sur le texte, jamais je ne rigole pas avec ça, moi. Hein. Le texte, c'est au cordeau. Non, et en vrai, après, on peut se... Si tu maîtrises parfaitement ton texte, tu peux te permettre de t'en libérer un peu après si ça sonne mieux. Mais déjà, suis le texte avant de faire
dire n'importe quoi. Non, mais si, sur la danse, c'est un petit peu d'impro. Après, Raoul a une idée forte de ce qu'il veut quand même, que ce soit tant en termes de mise en scène que de texte, etc. Donc, oui, si, c'est au comédien de trouver sa place dans des lignes, certes bien ancrées, on voit bien ce qu'il faut faire, mais il y a toujours de la place dans l'attitude, dans le petit truc. Je sais pas, non, je crois pas qu'il y a eu d'impro. T'as vu ce que tu voulais, plus ou moins? Oui. Plus ou moins. Après, Il y a peut-être un peu... Peut-être des attitudes. Si. Il a pris une initiative que j'ai trouvée excellente. C'était Valérie qui arrive et il lui fait un sourire. Il la trouve attractive. C'est ça, c'était pas écrit ça. C'est ça, que genre, oh bah, il me plaît un peu. Je trouvais ça drôle, sachant que je lui mets quelques gifles à cette personne. Ah oui. Spoiler. J'en dis pas plus. D'ailleurs, j'adore comment c'est filmé cette scène. C'était absolument incroyable. On vous invite à aller découvrir par vous-même. Du coup, chaque personnage est vraiment très fort dans leur propre caractère. Comment est-ce que tu as géré la direction d'acteur? Ouais, Parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions, mis à part le fameux regard. Ça dépend avec quel acteur, ça dépendait pour quel projet aussi. Il y avait des séquences. Il y avait une séquence qui n'a jamais vu le jour, qui elle a demandé des répétitions. C'était un plan séquence de dialogue de 4 minutes 30 Wow. où j'avais la Steadicam en bout de bras et au final ça n'a pas fonctionné. Zut. Mais du coup, j'ai enlevé cette scène-là. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Oui, parce que je sais pas vraiment quoi répondre. Je fais beaucoup de prises, peut-être un peu trop. En plus, ça te rajoute du taf au montage derrière. Hein. Oui, mais en même temps, ça me donne énormément de richesse et de contenu au montage, où je peux sélectionner parfois des phrases, des intonations que je cale sur le je me plais au niveau du visage, mais me plaît pas au niveau de la voix. Donc je prends des intonations qui sont dans le ton que je veux, et puis je les synchronise avec le visage. Enfin, je demande beaucoup de prises aux comédiens pour avoir le plus possible de matière à travailler après en post-production. Ouais. Ça peut être un petit peu difficile pour les comédiens, mais je comprends complètement. Mais effectivement, de multiplier des scènes, surtout si elles demandent plus ou moins d'intensité émotionnelle ou autre. Et voilà, on en fait 2, 3, 4, on se dit j'ai bien fait mon boulot, et puis on en refait, et puis des fois on arrive à plus de 10, et on sent qu'on n'a plus le même jus qu'au départ. Ouais. Et pour les comédiens, ça c'est un peu difficile. Mais après, il faut faire confiance au reste du travail de montage, etc. On se dit non, mais ils vont réussir, eux, à prendre ce dont ils ont besoin. S'il faut le faire, c'est mon taf. Mais pour les comédiens, c'est un peu difficile, ça, des fois. Et puis 10, c'est parce que Gwendal s'en sort très bien. Mais... Des fois, c'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'au minimum, il faut connaître son texte, qu'on ne reprenne pas une scène juste à cause du texte. Ça, c'est un travail qu'on peut faire en amont. Voilà. C'est un message pour mes collègues comédiens. C'est le comédien du Psy qui a des sacrés monologues. Ah oui, à la fin. Par contre, oui, Eddie a eu... il y a eu une prise avec Eddie où c'était la seule fois où j'avais dit qu'une prise était parfaite. C'est vrai, waouh. C'était bien. Il y avait aussi au niveau du cadrage, au niveau du fait qu'à chaque fois qu'il s'approchait de la comédienne en face de lui, ses cheveux faisaient comme un liseré qui lui coupait la partie qui était surexposée de son visage, enfin qui lui adoucissait la partie qui était surexposée de son visage. Enfin bon, tout était parfait dans cette prise. Génial. D'ailleurs, vu qu'on parle de cette partie-là, de ce court-métrage-là, comment c'est de diriger un enfant acteur, l'acteur du personnage Murphy? C'est pas moi le enfant. Non. Ça s'est très bien passé. Ouais. Gab avait envoyé une self-tape avec son père. Son père avait l'air d'être déjà dans le délire, puisqu'il avait pris la voix du nounours qui était enfin, il avait pris une voix un peu creepy comme celle que Eddie a pris. Il a fallu faire des pauses quand même, puisque
puisqu'il fait il se fatiguait peut-être un peu plus qu'un adulte, mais c'est ce qui était normal. D'ailleurs, du coup, vous aviez beaucoup de grosses journées. Comment ça se passait une journée de tournage à peu près? Il y a des jours, on va dire, de 10 à 16 heures. Je ne sais pas si on a fait plus de 16 heures sur ce tournage. Mais, oui, de 10 à 16 heures. Après, pour Gab, c'était enfin, pour Gabriel Guéry, l'enfant, c'était quand même plus court. On avait ses parents qui étaient sur les plateaux. Et du coup, voilà, on se pliait quand même pas plus de 9 heures par jour, ou 10, je sais plus. Sauf le dernier jour où là on a terminé, c'était le bordel. Je sais plus, je t'avais envoyé une vidéo du coup. Sur tes conditions de travail, il vaut mieux s'arrêter là. Oui, on va partir sur autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser, vu que c'est toi qui as quasiment occupé pas mal quasi tous les postes de la technique, vous étiez une équipe de combien est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur le plateau? Parce que généralement, pour des films, des longs métrages, il y a quand même beaucoup d'équipes. En moyenne, je crois qu'on est 5. Ah ouais, c'est petite équipe, hein. C'est bien. Mais c'est plus pratique en même temps. Oui, oui, complètement. Sauf pour toi qui endosse tous les rôles. Après, bon, je suis pas en train de prendre le son en même temps que je cadre. Bien sûr. Mais oui, déjà avoir un perchman et quelqu'un pour le clap, c'est déjà bien. Mais bon, la maquilleuse est très bien aussi. Et vous aviez une chef déco aussi chef déco, ça s'est interposé parce que Lucie Barbeau était pas tout le temps disponible, mais autrement, j'ai pris le relais pour ça aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un poste de plus? Oui. Surtout que c'était chez moi. Puis bon, elle m'avait quand même aidé à trouver des accessoires qui pouvaient bien marcher pour un bureau de psy. Est-ce que vous avez des petites anecdotes marquantes, des imprévus? Qu'est-ce que serait un film sans galère? Est-ce que vous avez des choses un peu croustillantes à nous partager? Le Nours c'est déjà passé, après je me souviens avoir dû sur la partie du film, justement, il y a un moment où je danse et j'aime bien être raccord dans les détails, et je pense que c'est quelque chose que Raoul apprécie en tant que perfectionniste, et je voyais que je transpirais un peu. Je me dis, faut que je garde ma transpiration pour la suite. Sauf que comme des fois les tournages peuvent être un peu longs parce que Raoul s'occupe de tout et donc ça prend du temps, tout est cohérent finalement. Et entre mes séquences, il pouvait se passer pas mal de temps. Et du coup, je faisais des pompes pour garder ma transpiration. Et du coup, j'étais un peu en colère quand des fois ça prenait plus de temps que prévu parce que je me disais, mais non, je commence à sécher, il faut que j'en fasse des pompes, moi j'en peux plus. Donc oui, ça qui était assez marrant. Je me souviens sur cette journée de tournage avoir fait beaucoup de pompes. J'adore. Mais pourquoi tu fais ça? Pour rester raccord. Le gars investit jusqu'au bout. Oui. J'aime beaucoup. Et l'appareil photo aussi, je crois que pendant toute la journée, sur le tournage précédent de Paria, il y a eu beaucoup d'anecdotes comme ça. Les flics sont venus. On peut en parler rapidement si vous voulez. Après. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des accidents de matériel parfois. Donc là, dès le début de cette journée-là, à un moment, je vois l'appareil qui est c'était la caméra, je crois, qui était en équilibre sur le bord de table, et je dis à Raoul, laisse pas ça comme ça, range-le. Oh oui, c'est bon. Hop, il le pousse un peu. Je fais ok. Je lui dis 2, 3, 4 fois dans le matinée, à chaque fois il fait oh, c'est bon. Et à un moment, je pars, je sais pas si je vais manger ou autre, et je reviens, et là, je vois tous, non, ça va prendre un peu de temps, et je vois l'appareil par terre. Je fais non, sans casser l'appareil, c'est pas possible. C'était insoutenable ce tournage d'ailleurs, parce qu'il y a eu 2 objectifs qui ont rendu l'âme. Cette fois-là, du coup, l'objectif là, et puis pour le plan séquence où il y a la traversée murale, en reculant, je me suis pris un pied où il y avait un 70-200 qui était dessus. Et comme il pense à plein de choses, et des fois, il pense pas à des trucs de base, c'est-à-dire ne pas
mettre son appareil photo sous une roue de voiture, par exemple. Sur une roue de voiture, ça c'était pour Paria. Ouais. Après, c'était le test justement. C'est que il y avait un plan qui était en dessous un camion où je faisais le panoramique du gars qui rentre dans le camion et puis ensuite je me mettais en face et le but c'était que le camion parte et qu'on le voit arriver du dessus comme un croiseur interstellaire. Et du coup il s'est pris le haut de la caméra s'est pris le camion. Du coup ça a écrasé l'objectif. Petite pensée. Beaucoup d'objectifs qui m'ont pris cher. Et du coup, pour L'histoire des policiers. Ouais. Oui. On aime bien les histoires de policiers. Ça spoil déjà, à vrai dire. On tournait une des premières séquences de l'épisode 2 de Paria où l'antagoniste tire sur un épicier avant de quitter l'épicerie. Et à la 5e prise, il y a un technicien qui fait « Il y a les flics là, ça craint, ils portent des vraies armes. » Je coupe. Je me dis « Bon, il y a deux policiers qui sont allés voir ce qui se passait. Bon, on va s'expliquer. » Donc j'ouvre la porte et puis vu que j'étais à fond sur mon moniteur, mes yeux ont eu du mal à se stabiliser, donc je vois un grand blanc et quand ça commence à se tamiser, je vois mon acteur qui est en face d'une trentaine de policiers en train de lui faire « jette ton arme à terre !» Période des attentats, etc. Ah oui, c'est important de le souligner. Ouais. Ouah. Du coup, bon voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et comment ça s'est fini ? Au tribunal. C'est vrai ? Ça s'est fini à la gendarmerie pour la journée. Ensuite, j'ai été convoqué au tribunal. Mais après, bon, j'ai eu si j'étais repris pour les mêmes chefs d'accusation sous 3 ans, j'avais 150 000 € d'amende et 1 an de prison. Ah oui, rien que ça. Oui. Donc pour le coup, ce sont des choses à ne pas faire. Donc le truc, c'est qu'on avait les autorisations pour l'intérieur, mais on n'avait pas les autorisations pour l'extérieur. Ah, il y a les flics qui arrivent là. Ah, ça craint, ils croient que c'est une vraie arme. Ouais. C'est un tournage, c'est faux. Et vu que le comédien sortait 1 minute enfin 30 secondes à la fin de chaque prise, c'est comme ça qu'on était dans notre tort. Voilà. Dommage. Est-ce que d'ailleurs vous avez eu toutes les autorisations là, pour Solitarium ? Tu dis oui. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Pour le coup, oui, j'ai eu les autorisations d'absolument tous les lieux. Même le Festival interceltique. Et est-ce qu'on peut parler un peu des lieux de la partie contemplative ? Où est-ce que vous avez trouvé ces endroits aussi magnifiques ? En Bretagne, j'imagine. Du coup, il y a eu les Roches du Diable, c'était un lieu que j'aimais bien aller me promener. Et c'est sûr que oui, la partie du désert, enfin la carrière, du coup, la carrière des Kaolins, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai découvert en recherchant un lieu qui pouvait ressembler à un désert. Et la carrière était à Pleumeur, et c'est vraiment très très beau. Par contre, c'est très sécurisé, et du coup, il a fallu qu'on vienne, enfin toute l'équipe, à part le comédien, était avec des casques et des gilets pour la sécurité. Je comprends. Donc c'est moins sauvage que sur le rendu final. À un moment, il y a eu une grue, non, pour filmer le top shot magnifique. Beaucoup de plans de crue. Ouais. Ah, donc oui, pour le plan de Mal, du coup, Ouais. qui est dans l'eau. Oui. Oui, et alors c'est un plan assez particulier parce qu'en compositing, c'est à la fois un plan de grue et un plan de drone. Il commence en plan de grue et il finit en plan de drone, et j'ai combiné les deux en compositing sur After Effects pour que ça fasse un seul et même plan. Donc que je puisse partir de l'œil du personnage avant de monter vraiment très 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 haut dans le ciel. Incroyable. Et il me semble qu'il a fait ses propres cascades. Oui, exactement. Il a fait ses propres cascades. Je l'accompagnais dans l'eau, mais bon, moi, à la différence de lui, j'avais une tenue de plongée.
Donc j'avais un peu plus chaud que lui quand même. Parce que bon, il me faisait beaucoup de peine, certainement. On parlait tout à l'heure hors caméra du loup. Oui. Mais attends, en fait, ce n'est pas un loup. C'est un chien loup, oui. C'est un chien loup, voilà. Bon pourcentage de loup pour lui. Et du coup, c'était le chien loup d'ailleurs du comédien Pierre Devanne qui interprète le recruteur qui passe beaucoup de temps avec Gwendal dans la partie de l'entretien du film. Très bien. Acteur et dresseur. D'accord, très bien. Waouh, intéressant. On a la chance d'avoir avec nous votre chargée de distribution, de promotion, Fanny. Est-ce que tu veux nous rejoindre ? Fanny. Et on applaudit Fanny. Bravo Fanny. Merci de nous rejoindre, merci d'être là. Comment ça va ? Ça va. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la distribution et de la promotion du film ? Donc j'ai commencé d'abord par chercher des distributeurs officiels, on va dire. Donc ça a été un peu... ça a été un petit peu compliqué parce que ça reste un film qui est déjà fini, ça reste un film très expérimental. Et donc on a décidé en fait de faire de l'auto-distribution. Et du coup pour ça, j'ai contacté en fait chaque cinéma un par un pour voir s'ils voulaient bien nous accueillir et dans le cadre d'une tournée d'avant-première, parce que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment du coup. Et on a eu pas mal de cinémas du coup qui ont bien voulu nous accueillir. Donc là on a commencé nos avant-premières, on en a encore pas mal à faire. Et normalement, la plupart des cinémas qui nous accueillent en avant-première vont aussi rediffuser le film le jour de sa sortie nationale, le 19 février. Et ensuite, suite à ça, comme on a déjà commencé nos séances, on a quand même eu de bons retours. Et il y a d'autres cinémas qui sont intéressés pour diffuser le film. Donc voilà, on essaye de faire un petit bonhomme de chemin du film comme ça, en commençant par un peu de cinéma. Et voilà, il y en a d'autres qui vont venir se rajouter. Et au final, c'est une distribution fait maison pour essayer de diffuser le film le plus possible en fait pour qu'il reste pas dans le placard et qu'il ait une vie et qu'il ait un public et voilà. Est-ce que vous accompagnez votre film à chaque projection à chaque fois, tout le temps ? Là oui, du coup à chaque projection, c'est en présence de l'équipe du film. Du coup tout le monde se déplace, il y a un échange avec le public à la fin. Génial. Donc, voilà, c'est l'occasion pour toute l'équipe de se retrouver, de reparler du film, d'échanger là-dessus. Et puis, donc du coup, c'est des bons moments à chaque fois. Super. Il y aura les premières aussi. Oui. On ne sera pas là, par contre. Et du coup, quand le film sortira, par contre, quand il va sortir en sortie nationale et que les cinémas vont le rediffuser, il y aura... là, on ne sera plus là à chaque fois. Donc, ce sera des sorties. Ça sort dans quel cinéma, le 19 ? Du coup, pour le moment, on peut le voir au Cinéville de Lorient, au Cinéville de Vannes, au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris. Et il y a aussi Bain de Bretagne. Parce que pour l'instant, comme c'est un film breton, voilà, on a fait beaucoup de dates en Bretagne. Mais normalement, la quasi-totalité vont le rediffuser. Super. Mais voilà, puis l'idée, c'est peut-être éventuellement de refaire d'autres cinémas, peut-être dans le reste de la France, pour élargir la diffusion. Et ce sera disponible combien de temps ? Pour l'instant, on ne sait pas encore tellement. Je pense que il y a quelques séances de prévues pour chacun de ces cinémas qui vont le rediffuser. Et après, je pense que ça dépendra aussi de l'affluence, des gens qui vont venir le voir, comme un film normal, quoi. Et comment on fait pour... là, vous allez avoir du coup une avant-première à Paris. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Et du coup, on est au cinéma, donc c'est ce vendredi 7 février à 20h30 au cinéma Les Trois Luxembourg. Et donc, on peut réserver ses places directement sur le site et puis ou venir au dernier moment, bien sûr aussi. En quoi le contexte régional de la Bretagne a influencé la stratégie de diffusion du film ?
Vu que c'est un film breton, en soi, c'est un argument en fait aussi pour les cinémas qu'on a démarchés en Bretagne, parce que le fait que ce soit un produit local, ça plaît, ça parle aux gens. Les spectateurs ont envie de voir les décors qu'ils connaissent peut-être et de les voir au cinéma. Peut-être aussi des gens, parce que les comédiens, vu qu'ils sont locaux aussi, voilà, il y a forcément quelqu'un qui connaît le comédien, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et puis du coup, dans les médias, dans les presses dans lesquelles on a été relayés, c'est aussi un argument pour dire voilà, il se passe des choses aussi chez nous. Raoul, c'est quoi le message principal que tu souhaites transmettre avec ton film Solitarium ? Ça spoilerait, mais bon. Je pense que, oui, de manière globale, c'est un appel à l'équilibre. Et puis à la paix. La paix qu'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres. On approche un peu de la fin de ce podcast. Avant de vous poser mes deux dernières questions, est-ce que l'un d'entre vous a peut-être une petite promo à faire d'un projet ? Où est-ce qu'on peut, par exemple Gwendal, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Genre du théâtre, par exemple ? Par exemple. Alors, vous pouvez me retrouver pour Ego, une pièce de théâtre que j'ai écrite, mise en scène, dans laquelle je joue avec Anne Fischer, qui commence à la Saint-Valentin le 14 février au Théâtre Clavel à Paris dans le 19e. Et on va jouer 7 dates tous les vendredis soirs à 21h30 jusqu'au 4 avril. C'est une pièce qui parle d'amour, d'art, de la complexité des sentiments humains et la façon dont parfois les gens peuvent se voiler la face sur leurs vrais sentiments dans le cadre d'un couple, par exemple. Donc c'est rigolo, c'est parfois sarcastique, sombre, ça part un peu dans tous les sens. Et ça nous fait hyper plaisir de la jouer sur Paris, donc venez nous voir. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Ferme ta gueule quand t'as rien à dire. C'est un très bon conseil. Hein. Ouais. Moi, ce serait profite, sois heureux, amuse-toi. Sois sincère, ne triche pas, sois gentil et profite de la vie. Suis ton instinct, suis ton cœur. Et si on va sur le sujet artistique, suis ton cœur et sois intègre, parce que l'art n'a d'intérêt que si tu es sincère dans ce que tu produis. Si tu produis pour faire plaisir au public ou autre, dans ce cas, c'est du divertissement, ce qui est bien aussi, hein, mais c'est moins impactant que si tu dis qui toi tu es à l'intérieur, parce qu'il n'y a que en disant ce que tu es à l'intérieur que les autres peuvent voir que les gens sont différents, qu'il y a des visions du monde qui sont différentes, et c'est ultra pacifique de dire ce que tu es à l'intérieur en mettant ça sur un médium artistique, une toile, une pièce de théâtre, un film, plutôt qu'en mettant ton poing dans la gueule de l'autre. Donc voilà. C'est si bien dit. Est-ce que vous auriez une petite reco pour nos auditeurs, quelque chose que vous avez vu passer dernièrement, qui vous a marqué, dont vous auriez envie de parler ? Ça peut être artistique ou ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Moi, j'ai vu en série dernièrement Ripley, que j'ai beaucoup aimé, D'accord. très artistique. Et puis lisez Aurélien d'Aragon, j'adore. Voilà. Merci. J'en sais rien. des choses. Le problème, c'est que oui, j'ai pas été comblé par des films qui sont sortis récemment, malheureusement. Mais c'est intéressant de le savoir, que ce que tu as vu dernièrement ne t'a pas comblé. Après, bon, je ne donne pas de nom. Mais il y a un projet qui sort bientôt, qui va sortir dans l'année normalement, qui s'appelle Voyage Nocturne. où Fanny Rançon joue dedans et qui est réalisé par un collègue qui fait aussi beaucoup de choses, Fabien Lemoine. Et ça, pour le coup, je suis hype. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de le voir, du coup. Mais oui, autrement, naturellement. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de la bande-annonce de 28 ans plus tard ? Est-ce que... Je ne l'ai pas encore vu. En revanche, j'avais adoré. J'ai vu que le premier film, c'est 28 jours plus tard. Bon, déjà, j'adore les histoires de zombies. Donc, c'est vraiment mon truc. Et j'ai vu effectivement qu'il allait avoir le troisième opus qui allait sortir. Je n'ai pas vu la bande-annonce, tiens. Je vais vite aller la regarder après. Parce que du coup, c'est un
un film tourné à l'iPhone avec des objectifs anamorphiques et du coup le rendu de l'image est intéressant pour le coup. D'accord. Il y a l'air d'avoir une direction artistique un peu sale, mais bon, je veux pas m'avancer parce que ça se trouve si le film est nul. Eh bien, je crois que c'est la fin de ce podcast. Du coup, Solitarium qui sort en salle le 19 février et en avant-première au 3 Luxembourg ce vendredi 7 à 20h30. Courez voir ce film absolument bouleversant et incroyable, magnifique. Et puis, merci à Raoul, Gwendal et Fanny pour être venus pour parler de votre film. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Pareil, merci beaucoup. Merci à Victorien, Alex et Chris, mon équipe technique. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, chers viewers, pour votre écoute. Et à bientôt. Un film qui questionne, une atmosphère qui happe et des artistes qui repoussent les limites de la mise en scène. Solitarium, c'est une invitation à voir autrement, à ressentir différemment. Merci à nos invités d'avoir partagé leur vision et leur aventure. Et merci à vous, les affamés de tournage, d'être toujours au rendez-vous. Si cet épisode vous a intrigué, inspiré ou simplement transporté ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, on adore échanger avec vous. Pour plus d'histoires à explorer et d'autres créateurs à découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. Et c'est une fin de tournage.